finalité sans fin. Ce par quoi le comportement des œuvres d'art réfléchit la violence et la domination de la réalité empirique est plus qu'une analogie. La clôture des œuvres d'art en tant qu'unité de leur diversité transpose immédiatement le comportement dominateur de la nature à quelque chose tiré de leur réalité. Peut-être parce que le principe de conservation renvoie au-delà de la possibilité de sa réalisation, se voit là-bas réfuté par la mort et n'est pas capable de s'en accommoder. L'art autonome est une parcelle d'immortalité artificiellement organisée, à la fois utopie et hybris. Au regard qui, d'une autre planète, contemplerait l'art, tout paraîtrait égyptien. La finalité des œuvres d'art, grâce à laquelle elle s'affirme, n'est que l'ombre de la finalité externe. Elle ne lui ressemble que par la forme, et c'est seulement grâce à cela, illusion, tout au moins des œuvres d'art, qu'elles sont préservées de la décomposition. La formule paradoxale de Kant, selon laquelle doit être appelé beau ce qui possède une finalité sans fin, exprime dans le langage de la philosophie, transcendantale, subjective, ce fait avec cette fidélité qui ne cesse d'éloigner les théorèmes kantiens du contexte méthodique dans lequel ils apparaissent. Les œuvres d'art étaient finales en tant que totalité dynamique, dans laquelle tous les moments particuliers sont là pour la fin, pour le tout, de même que le tout est là pour sa fin, réalisation ou conversion négatrice des moments. En revanche, les œuvres étaient sans fin, parce qu'elles échappaient à la relation fin-moyen de la réalité empirique. Sans elles, la finalité des œuvres d'art a quelque chose de chimérique. Le rapport entre la finalité esthétique et la finalité réelle était historique. La finalité immanente des œuvres d'art leur venait de l'extérieur. Fréquemment, les formes esthétiques façonnées collectivement sont devenues des formes finales sans fin, notamment les ornements, qui ne faisaient pas vainement appel à l'astronomie et aux mathématiques. Cette voie est prédéterminée par l'origine magique des œuvres d'art, élément d'une praxis qui voulait agir sur la nature, s'en séparèrent dans les débuts de la rationalité et renoncèrent à l'illusion d'une influence réelle. La spécificité des œuvres d'art, leur forme ne peut, en tant que contenu sédimenté et modifié, nier totalement son origine. La réussite esthétique est fonction de la capacité du formé à éveiller le contenu sédimenté. Car généralement l'herméneutique des œuvres d'art est la transposition de leurs éléments formels en contenu. Cependant, ceux-ci n'échouent pas directement aux œuvres d'art comme s'ils prenaient simplement en charge le contenu de la réalité. Ce contenu se constitue en un mouvement antagoniste et s'imprime dans les œuvres qui s'éloignent de lui. Le progrès artistique, pour autant qu'on puisse en parler valablement, est le fondement de ce mouvement. Il participe au contenu par la négation déterminée de celui-ci. Plus il y a lieu énergiquement, plus les œuvres d'art s'organisent selon une finalité immanente et se constituent précisément ainsi de plus en plus au contact de ce qu'elles nient. La conception kantienne de la téléologie, de l'art conçu sur le modèle de celle des organismes vivants, prenait racine dans l'unité de la raison et en définitive dans celle de la raison divine qui régnait dans les choses en soi. Elle était vouée à l'échec. Néanmoins, la définition téléologique de l'art conserve sa vérité bien au-delà de la trivialité, entre-temps rejetée par l'évolution de l'art, en conférant aux œuvres une unité organique, grâce à l'imagination et à la conscience de l'artiste. Leur finalité libérée des fins pratiques constitue leur analogie avec le langage. Le sans fin constitue leur inconceptualité, leur différence à l'égard du langage significatif. Les œuvres d'art ne se rapprochent de l'idée d'un langage des choses que par leur propre idée, par l'organisation de leurs moments disparates. Puis, elle est articulée en soi sur le mode syntaxique. Plus elle devient expressive dans tous ces moments. L'objectivité du concept esthétique de téléologie provient du langage de l'art. L'esthétique traditionnelle passe à côté parce qu'elle décide préalablement, suivant un parti pris général, du rapport du tout et des parties en faveur du tout. Mais la dialectique ne dit pas comme il faut traiter l'art, elle lui est inhérente. Le jugement réfléchi, qui ne peut sortir de l'idée générale de l'universel et en conséquence de toute œuvre d'art qui n'est jamais donnée et qui doit suivre les moments particuliers, les dépasser en vertu de leur indigence, traduit subjectivement le mouvement des œuvres d'art en elles-mêmes. Grâce à leur dialectique, les œuvres d'art échappent au mythe, au contexte de la nature qui domine abstraitement et aveuglément. La forme, incontestablement, la substance de tous les moments de logicité, ou plus encore la cohérence des œuvres d'art, est ce qui peut s'appeler leur forme. Il est étonnant que l'esthétique ait très peu réfléchi sur cette catégorie et que, en tant que se différenciant de l'art,
Elle lui sembla être non problématique. La difficulté à isoler la forme est conditionnée par l'imbrication de toute forme esthétique et du contenu. Elle n'a pas été conçue seulement contre lui, mais au travers de lui, pour éviter qu'elle ne devienne victime de cette abstraction par laquelle l'esthétique de l'art réactionnaire a l'habitude de se coaliser. En outre, le concept de forme, jusqu'à Valéry, constitue la tâche aveugle de l'esthétique, car l'art tout entier lui est tellement attaché qu'il lui est indifférent d'être isolé comme un moment séparé. En fait, étant donné qu'il n'est guère possible de définir l'art par quelque autre moment, il est tout simplement identifié à la forme. Tout moment est dans l'art susceptible de se nier, même l'unité esthétique, même l'idée de forme qui rendait essentiellement possible l'œuvre d'art comme totalité, ainsi que son autonomie. Dans les œuvres modernes, hautement élaborées, la forme tente à dissocier leur unité, soit par amour de l'expression, soit comme critique de l'essence affirmative. Bien avant l'omniprésence de la crise actuelle, ce ne sont pas les formes ouvertes qui ont manqué. Chez Mozart, l'unité s'est prouvée parfois par jeu, dans le relâchement de l'unité, par la juxtaposition d'éléments relativement disjoints ou contrastés. Le compositeur, à qui l'on fait avant tous les autres l'éloge de sa rigueur formelle, joue en virtuose avec l'idée même de forme. Il est tellement sûr de la puissance de celle-ci qu'il lâche, pour ainsi dire, la bride et admet le mouvement centrifuge, tendant à briser la rigueur de la construction. Pour ceux qui ont hérité d'une tradition plus ancienne, l'idée d'unité comme forme est encore si peu ébranlée qu'elle supporte les charges les plus extrêmes, tandis que Beethoven, chez qui l'unité perdit sa substantialité à cause de l'attaque nominaliste, resserre l'unité d'une manière beaucoup plus rigide. Elle forme a priori la pluralité et la dompte d'autant plus triomphalement. Aujourd'hui, les artistes lui en veulent à mort avec toutefois une telle acuité que les œuvres supposées ouvertes ou non, closes, acquièrent à nouveau systématiquement et à coup sûr quelque chose qui ressemble à de l'unité. Le plus souvent dans la théorie, la forme est mise sur le même plan que la symétrie et la répétition. Point n'est besoin de contester que si l'on voulait réduire la notion de forme à des invariants, la similitude et la répartition présenteraient le même développement que leur contraire, la dissymétrie et le contraste. Toutefois, l'établissement de ces catégories ne servirait pas à grand-chose. Les analyses musicales, par exemple, montrent que même dans les œuvres les plus désorganisées et les plus éloignées de la répétition, il existe des analogies, que de nombreuses parties correspondent à d'autres à l'aide d'un signe quelconque, et que la non-identité recherchée ne se réalise que par référence à ces éléments identiques. S'il n'existait aucune similitude, le chaos resterait un invariant. Mais la différence entre la répétition manifeste, décrétée de l'extérieur et incomplètement médiatisée par l'élément spécifique et la définition inéluctable du non semblable par un reste d'identité, l'emporte d'une manière décisive sur toute invariance. Un concept de forme, qui par sympathie pour celle-ci ne tient pas compte de cela, n'est pas trop éloigné de cette phraséologie bestiale qui ne s'effarouche pas de l'expression allemande de perfection formelle. C'est parce que l'esthétique présuppose toujours l'idée de forme, sa notion centrale, dans le caractère donné de l'art, qu'il lui faut de grands efforts pour la penser. Si elle ne veut pas s'empêtrer dans la tautologie, elle est renvoyée à ce qui n'est pas immanent, à la notion de forme, tandis que celle-ci ne veut esthétiquement rien d'autre en dehors de son propre terme. L'esthétique de la forme n'est possible comme apparition au travers de l'esthétique en tant qu'esthétique de la totalité de ce qui se trouve sous l'emprise de la forme. La possibilité de l'art dépend de ce fait. L'idée de forme souligne la brutale antithèse de l'art et de la vie empirique dans laquelle son droit à l'existence est devenu incertain. La chance de l'art est égale à celle de la forme, rien de plus. La part de celle-ci dans la crise de l'art apparaît dans des expressions comme celle de Lukács, d'après lequel l'importance de la forme dans l'art moderne était largement surestimée. De même que dans ce pronunciamento pédant se sédimente le malaise inconscient en ce qui concerne la sphère de l'art, Lukács est conservateur dans le domaine de la culture, le concept de forme employé est inadéquat à l'art. Ne s'avise d'une surestimation de la forme que celui qui ignore qu'elle est un élément essentiel et médiateur du contenu de l'art. La forme est la cohérence des artefacts, ainsi aussi antagoniste et brisée soit-elle, par laquelle toute œuvre d'art qui réussit se sépare du simple étant. Le concept de forme non réfléchie, qui retentit dans toutes les clameurs au sujet du formalisme, oppose la forme au poétisé, au composé et au peint en tant qu'organisation susceptible de s'en détacher. La forme apparaît ainsi à la pensée comme quelque chose d'imposé, de subjectivement arbitraire, alors qu'elle n'est substantielle que quand elle n'exerce aucune violence au formé, et est au contraire tirée de lui. Mais le formé et le contenu ne sont pas des objets extérieurs à la forme. Ils sont des impulsions mimétiques attirées vers ce monde des images qu'est la forme.
Les équivoques nombreuses et nuisibles du concept de forme proviennent de son ubiquité qui conduit à appeler forme tout ce qui est artistique dans l'art. Il est, en tous les cas, stérile dans sa généralité triviale qui ne veut rien dire d'autre que dans l'œuvre d'art toute matière, soit des objets inventionnels, soit des matériaux comme le son ou la couleur, est médiatisée et non pas simplement existante. Définir la forme comme empreinte subjective octroyée est tout aussi faux. Ce qui, avec raison, peut dans les œuvres d'art être appelé forme, réalise tout autant les desiderata de ce par quoi se manifeste l'activité subjective, qu'il est produit de cette activité. Du point de vue esthétique, la forme des œuvres d'art est essentiellement une détermination objective. Elle intervient précisément lorsque l'œuvre se sépara du produit. Il ne faut donc pas la chercher dans l'agencement d'éléments prédonnés, comme cela correspondait par exemple à la conception de la composition picturale, avant que l'impressionnisme ne la déclare révolue. Le fait que de nombreuses œuvres précisément reconnues comme classiques apparaissent néanmoins au regard scrutateur comme telles, constitue une objection mortelle contre l'art traditionnel. En outre, le concept de forme n'est pas réductible à des relations mathématiques comme se l'imaginait Zeising à l'époque de l'ancienne esthétique. Ces relations, que ce soit en tant que principe explicite comme à la Renaissance, que ce soit d'une manière latente et associée à des conceptions mystiques, comme peut-être parfois chez Bach, jouent leur rôle dans les procédures. Elles ne constituent pas la forme, mais en sont le véhicule, le moyen de préformation du sujet, pour la première fois libéré et réduit à ses propres moyens, en tant que matériau conçu comme chaos et sans qualité. On peut se rendre compte du peu de coïncidence entre l'organisation mathématique ou ce qui en tient lieu et la forme esthétique dans le récent docécaphonisme qui préforme effectivement le matériau par des rapports quantitatifs, des suites dans lesquelles aucun son ne doit apparaître avant que l'autre n'arrive et peuvent être permutées. Il est rapidement apparu que cette préformation n'influait pas sur la forme comme le croyait le programme d'Erwin Stein au titre pourtant sans équivoque de nouveaux principes formels. Schoenberg lui-même établissait une distinction quasi mécanique entre la disposition dodécaphonique et l'action de composer, et à cause de cette distinction ne se satisfaisait pas de cette ingénieuse technique. Cependant, la plus grande rigueur de la génération postérieure, qui liquide la différence entre le sérialisme et la composition proprement dite, obtient l'intégration non seulement au prix d'une auto-aliénation musicale, mais d'un manque d'articulation qu'on ne peut guère abstraire de la forme. Tout se passe comme si la cohérence immanente de l'œuvre, livrée sans intervention à elle-même, et l'effort d'isoler la totalité formelle de l'hétérogène, retombait dans la grossièreté de l'insensibilité. En fait, les œuvres parfaitement et totalement organisées de la phase sérielle ont pratiquement tout abandonné le moyen de différenciation dont elles étaient elles-mêmes redevables. La mathématisation comme méthode de l'objectivation immanente de la forme est une chimère. Son insuffisance peut s'expliquer du fait qu'on s'efforce de l'appliquer à des époques où l'évidence traditionnelle des formes s'effrite et aucune règle objective n'est par avance imposée à l'artiste. Celui-ci fait alors appel aux mathématiques. Elle lie le stade de raison subjective auquel il se trouve à l'apparence d'objectivité, à l'aide de catégories comme l'universalité et la nécessité. Apparence, parce que l'organisation et le rapport entre eux des moments qui constituent la forme ne provient pas de la structure spécifique et échoue devant le détail. De là vient le fait que la mathématisation tend précisément vers les formes traditionnelles qu'elle dément simultanément comme irrationnelles. Au lieu de représenter les lois fondamentales de l'être en tant que l'égalité, tel qu'il se comprend en lui-même, l'aspect mathématique de l'art s'efforce désespérément de garantir sa possibilité à l'intérieur d'une situation historique dans laquelle l'objectivité du concept de forme est autant exigée qu'inhibée par le stade de conscience, de la conscience. Forme et contenu. Le concept de forme semble fréquemment limité par le fait que pour cela se produit, il déplace la forme dans une dimension sans prendre l'autre en considération, sans tenir compte par exemple en musique de la succession temporelle, comme si la simultanéité et la polyphonie participaient moins à la forme, ou bien en peinture, où à la forme dépendent des proportions d'espace et de surface, aux dépens de la fonction formatrice de la couleur.